désert d'Atacama ne dort jamais vraiment. La nuit du 1er juillet 2025, à l'observatoire Atlas de Rio Hurtado, au Chili, les capteurs automatisés balayaient le ciel comme ils le font chaque nuit que la météo le permet. Méthodiquement, patiemment, sans émotion. Ce télescope n'appartient pas au registre du romantisme astronomique. Il ne ressemble pas aux grands observatoires que l'on imagine, avec leurs coupoles blanches ouvertes sur l'infini et leurs astronomes penchés sur des oculaires dans l'obscurité parfumée de nuits froides. C'est un instrument de surveillance financé par la NASA pour détecter les astéroïdes susceptibles de menacer la Terre. Son langage est celui des pixels, des algorithmes de détection de mouvement, des colonnes de coordonnées célestes. Il cherche des choses dangereuses. Il est conçu pour les trouver avant qu'elles nous trouvent. Cette nuit-là, il trouva quelque chose qu'il n'était pas exactement conçu pour trouver. Un point lumineux, de magnitude apparente 18, à peine visible, un murmure de lumière dans le champ stellaire dense de la constellation du Serpentaire, à la frontière du Sagittaire, près du plan galactique. La désignation provisoire fut attribuée presque aussitôt. A11PL3Z, un code sans poésie pour un objet qui allait mettre la communauté astronomique mondiale en état d'alerte. En quelques heures, les premières mesures de trajectoire commencèrent à revenir des centres de calcul, et les astronomes qui les lisaient firent quelque chose d'inhabituel pour des gens habitués à la froideur des données. Ils s'arrêtèrent. L'excentricité orbitale de l'objet était de 6,14. Pour comprendre ce que ce chiffre signifie, il faut savoir qu'une excentricité de 1,0 représente exactement la limite entre une trajectoire liée au Soleil et une trajectoire qui échappe à sa gravité pour toujours. Les comètes du système solaire ont des excentricités proches de 1. Un objet avec une excentricité de 6,14 ne vient pas du nuage de Oort. Il ne vient pas des régions lointaines de notre système solaire. Il vient d'ailleurs, d'un ailleurs si profond que les calculs de trajectoire inverse, projetés des millions d'années en arrière, ne retrouvent aucune étoile connue comme origine probable. Il vient peut-être de la partie épaisse du disque galactique de la Voie lactée, cette couche de vieilles étoiles et de vieux débris qui existait avant que notre Soleil ne soit né. Des estimations publiées quelques semaines après la découverte suggéraient que l'objet pourrait avoir entre 7 et 12 milliards d'années, plus vieux que notre système solaire, peut-être presque aussi vieux que la galaxie elle-même. Il traversait notre voisinage cosmique à 60 et 1 km par seconde au moment de sa découverte. À son passage le plus proche du Soleil, le 29 octobre 2025, il atteignit 68,3 km par seconde. Il ne ralentirait plus. Il ne reviendrait jamais. L'objet reçut son nom définitif le 2 juillet 2025. 3I/Atlas. Le préfixe 3I signifie qu'il est le troisième objet interstellaire confirmé à avoir traversé notre système solaire. Le premier fut un I/Oumuamua en 2017, cet objet allongé et mystérieux dont la trajectoire défiait les explications conventionnelles. Le second fut 2I/Borisov en 2019, et une comète plus classique dans son apparence, mais tout aussi étrangère dans son origine. Et maintenant, 3I/Atlas. Le plus grand, le plus actif, le plus ancien des trois. 3 visiteurs interstellaires en moins d'une décennie. Laisse-moi savoir dans les commentaires d'où tu écoutes cette nuit.
Il y a quelque chose de particulier dans ce chiffre 3. Non pas pour des raisons mystiques, mais pour une raison très simple. Avant 2017, nous n'avions jamais détecté un seul objet interstellaire traversant notre système solaire. Puis 3 en 8 ans. Les astronomes expliquent cela facilement. Nos instruments sont devenus suffisamment puissants pour les voir. Ces objets ont toujours traversé notre voisinage. Nous étions simplement incapables de les détecter. Peut-être. Et pourtant, dans le silence de cette nuit chilienne, quelque chose dans l'image d'un objet vieux de 12 milliards d'années, traversant notre ciel en juillet 2025, résiste à se laisser entièrement réduire à une coïncidence de technologie. À 5000 km de là, dans les sous-sols climatisés du British Museum à Londres, dans les réserves du Penn Museum à Philadelphie, dans les vitrines de l'Ashmolean Museum d'Oxford, des milliers de tablettes d'argile inscrites en caractères cunéiformes attendent en silence. Certaines ont plus de 4000 ans. Elles sont le produit d'une civilisation qui regardait le même ciel. Ce même ciel dont 3I/Atlas traversa le voile en juillet 2025. Avec une attention que nous commençons à peine à mesurer. Ces tablettes contiennent un mot acadien, précis, technique, appartenant au vocabulaire de l'astronomie babylonienne. Un mot qui signifie, dans sa racine la plus fondamentale, le croisement, le point de transition, celui qui traverse le milieu. Ce mot est Nibiru, et ce soir, ensemble, nous allons aller voir ce que les tablettes disent vraiment. Ce que les tablettes disent vraiment. Il y a une chose que peu de gens réalisent pleinement en entendant parler des tablettes sumériennes et babyloniennes. Ces textes ne furent pas découverts dans un musée. Ils furent arrachés à la terre. La Mésopotamie, ce mot grec qui signifie « le pays entre les fleuves », désignant le territoire que les deux grands cours d'eau du Tigre et de l'Euphrate encadrent dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, est l'une des régions les plus intensément fouillées de l'archéologie mondiale. Et pourtant, pendant des millénaires, ce qu'elle contenait demeura invisible. Les grandes cités de Sumer, ou de Babylone, d'Assyrie, n'étaient plus que des collines anonymes dans le paysage semi-aride de la Mésopotamie méridionale. Des tels, comme on les appelle en arabe, des buttes artificielles formées par les strates accumulées de constructions successives, de destruction, d'abandon, d'ensablement. De l'extérieur, rien ne laissait présager ce qu'elles contenaient. La redécouverte commença au milieu du XIXe siècle, dans un contexte d'exploration coloniale britannique et française. En 1845, l'archéologue britannique Austen Henry Layard entreprit les premières fouilles systématiques à Nimroud, dans le nord de l'Irak actuel. Quelques années plus tard, en 1849 et 1850, il dirigea les fouilles de Kuyunjik, la colline qui recouvrait Ninive, l'ancienne capitale de l'Empire assyrien. C'est là que son assistant, l'archéologue chaldéen Hormuzd Rassam, mit au jour en 1853 ce qui allait se révéler l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire des civilisations, la bibliothèque royale d'Assurbanipal. Assurbanipal fut le dernier grand roi de l'empire néo-assyrien, régnant de 668 à environ 627 avant notre ère. C'était un souverain qui prenait le savoir au sérieux avec une passion qui dépassait de loin les conventions de son époque. Il envoya des scribes dans tout l'empire avec des instructions précises, copier, collecter, rassembler, des textes médicaux, des textes astronomiques, des épopées littéraires, des listes lexicales, des rituels religieux, des omens célestes,
des hymnes aux dieux. On estime aujourd'hui que sa bibliothèque, localisée dans son palais nord de Ninive, contenait plus de 30 000 tablettes et fragments. C'était la plus grande accumulation de savoir écrit de l'Antiquité proche orientale, l'équivalent, pour son époque, de la bibliothèque d'Alexandrie. Lorsque Ninive tomba en 612 avant notre ère sous les coups conjugués des Babyloniens et des Mèdes, le palais brûla. Paradoxalement, cet incendie préserva les tablettes d'argile. La chaleur de la conflagration les cuita, les rendant aussi dures que de la céramique, aussi résistantes autant que de la pierre. Les soldats qui pillèrent de la ville fracassèrent entre les étagères, piétinèrent en des milliers de tablettes, en réduisirent certaines en fragments minuscules. Mais l'argile survécut. 2500 ans plus tard, les archéologues du XIXe siècle les ramassèrent, fragment par fragment, dans les décombres de ce qui avait été la plus grande ville du monde connue. Ces tablettes sont aujourd'hui pour la plupart conservées au British Museum de Londres, cataloguées dans la collection dite de Kuyunjik, avec des numéros commençant par la lettre K. La tablette K.3375, par exemple, est l'une des plus célèbres au monde. C'est le tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh, la tablette du déluge, que le jeune assistant du British Museum George Smith déchiffra et traduisit en 1872. Lorsqu'il prit conscience du contenu de cette tablette, un récit de déluge universel antérieur de plusieurs siècles au texte biblique correspondant, il fut, selon les témoins présents, tellement bouleversé qu'il se leva et commença à tourner en rond dans la salle en retirant ses vêtements. La presse londonienne couvrit l'événement avec l'enthousiasme que l'on imagine. Mais il faut s'arrêter un instant sur George Smith, parce que son histoire dit quelque chose d'important sur la nature de cette connaissance retrouvée. Smith était un graveur sur billets de banque. Il n'avait pas fait d'études universitaires. Il avait appris à lire le cunéiforme tout seul, en passant ses heures de loisirs au British Museum, en examinant les tablettes exposées. Il était, au sens le plus littéral du terme, un autodidacte qui avait recouvert une connaissance que personne n'avait lue depuis 2000 ans. La langue cunéiforme babylonienne et assyrienne, l'akkadienne, était une langue morte depuis le début de notre ère. Personne ne l'avait parlée, lue ou écrite depuis environ le 1er siècle après Jésus-Christ. Le déchiffrement du cunéiforme fut l'une des grandes aventures intellectuelles du XIXe siècle. Elle mobilisa plusieurs chercheurs en parallèle, Henry Rawlinson et Edward Hinks, Jules Oppert, qui, en comparant des textes trilingues, l'inscription de Behistun, gravée sur une falaise iranienne vers 520 avant notre ère sur ordre du roi Darius, et rédigée en vieux perse, en élamite et en babylonien, parvinrent à déchiffrer le cunéiforme akkadien dans les années 1850. Pour le sumérien, la langue encore plus ancienne que l'akkadienne avait supplanté et qui n'est apparentée à aucune langue connue, le processus fut plus long, s'étendant sur plusieurs décennies de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe. Aujourd'hui, les textes mésopotamiens sont l'objet d'une discipline académique rigoureuse. L'assyriologie, qui regroupe les spécialistes du cunéiforme akkadienne, et la sumérologie pour les textes en sumérien, et ces chercheurs s'appuient sur des dictionnaires monumentaux, notamment le Chicago Assyrian Dictionary, CAD, dont la publication s'est étendue sur plus d'un siècle, de 1956 à 2010, et sur des archives numériques comme la Cuneiform Digital Library Initiative, CDLI, de l'Université d'Oxford, qui catalogue et publie des images de plusieurs centaines de milliers de tablettes cunéiformes conservées dans des collections du monde entier.
C'est dans ce cadre académique, sérieux, rigoureux, fondé sur des décennies de travail philologique minutieux, que nous devons aborder les textes qui nous intéressent ce soir. Les fouilles ne se limitèrent pas à Ninive, à Nippur. Dans le sud de l'Irak actuel, les expéditions de l'Université de Pennsylvanie de 1889 à 1900, dirigées par John Peters puis par Hermann Vollrath Hilprecht, et mirent au jour des dizaines de milliers de tablettes en sumérien, datant pour la plupart de la période dite paléo-babylonienne, entre 2000 et 1600 avant notre ère. Ces tablettes constituent aujourd'hui le fonds principal du Penn Museum de Philadelphie, catalogué sous des numéros CBS pour Catalogue of Babylonian Section. La tablette CBS DIX 1673, par exemple, est le fameux Flood Tablet de Nippur, rédigé en sumérien, qui relate le déluge depuis la perspective du sage Ziusudra, le pendant sumérien du Noah biblique et du babylonien Atrahasis. Ce que ces fouilles ont révélé, et que l'on tente à oublier dans les discours populaires sur les anciens secrets sumériens, c'est quelque chose de remarquable dans sa prosaïque grandeur. Les Sumériens et les Babyloniens étaient des bureaucrates, des comptables, des administrateurs. La majorité écrasante des tablettes cunéiformes retrouvées ne sont pas des textes mystiques ou cosmologiques. Ce sont des reçus, des contrats de prêt, des inventaires de greniers, des listes de rations alimentaires, des actes de vente de terre. L'écriture cunéiforme fut inventée autour de 3200 avant notre ère à Uruk, précisément pour gérer la complexité administrative d'une société urbaine en pleine expansion. C'était d'abord un outil comptable. Et pourtant, parmi ces millions de tablettes d'argile séchées, il y en a d'autres. Des textes qui regardent non pas vers les greniers et les registres fiscaux, mais vers le ciel. Des textes qui cataloguent les étoiles, mesurent les cycles planétaires, enregistrent les éclipses, interprètent les phénomènes célestes comme des messages. Des textes qui racontent comment le monde fut créé et comment les dieux délibérèrent du destin de l'humanité, comment la connaissance fut transmise au premier roi avant que les eaux du déluge n'effacent tout. C'est dans ces textes-là que vit le mot qui nous a réunis ce soir, Nibiru. Et pour comprendre ce que ce mot signifie vraiment, ce qu'il signifiait pour ceux qui le gravèrent dans l'argile, avec leur calame de roseau, il y a 4000 ans, il faut descendre dans la langue elle-même. Il faut aller voir le cunéiforme. Nibiru. Le mot. Oublié. La langue akkadienne appartient à la famille sémitique, la même grande famille linguistique qui comprend l'hébreu, l'arabe, l'araméen, l'amharique. Elle fut la langue de communication dominante du Proche-Orient ancien pendant près de 2000 ans, de 2300 environ à 100 avant notre ère, d'abord comme langue de l'empire akkadien de Sargon, puis comme langue diplomatique et savante de toute la région, y compris dans les cours royales d'Égypte et du Levant. Elle fut parlée en deux grandes variantes principales, le babylonien, dans le sud de la Mésopotamie, et l'assyrien, dans le nord. La racine du mot Nibiru, translittéré aussi Neberu ou Nebiru selon les conventions académiques, est le verbe akkadien Héberu, qui signifie traverser, franchir, passer d'un côté à l'autre. Une rivière se traverse. Un pont permet la traversée. Un gué est un point de croisement. En akkadienne, le substantif nebertu désigne la traversée elle-même, l'acte de franchir un cours d'eau, et Nebiru,
désigne le lieu où cette traversée s'effectue, le gué, le bac, le pont, ou, par extension astronomique, le point de croisement. C'est une racine d'une précision remarquable. Elle ne contient pas, dans sa structure sémantique originelle, la moindre connotation planétaire. Elle décrit un mouvement, l'acte de croiser, de franchir, de passer d'un côté à l'autre d'une ligne. Et c'est précisément dans ce sens qu'elle entre dans le vocabulaire astronomique babylonien. Nibiru est, dans son sens le plus fondamental, le point où quelque chose croise quelque chose d'autre. La question académique, et c'est une vraie question, débattue par de vrais spécialistes depuis des décennies, est de savoir exactement ce que ce quelque chose désigne dans les textes. La réponse principale, étayée par les analyses les plus récentes, est celle que le chercheur Immanuel Friedman a formulée avec précision dans son article de 2015 pour le Cuneiform Digital Library Bulletin, une publication académique à comité de lecture. Le nom Nibiru peut être assigné à n'importe quel objet astronomique visible qui marque un équinoxe. Autrement dit, Nibiru est le nom donné à l'objet céleste, une étoile, une planète, un point astronomique, qui occupe à un moment donné le point de croisement entre l'écliptique, la trajectoire apparente du Soleil, et l'équateur céleste. Ce point de croisement correspond aux équinoxes, 2 fois par an, au printemps et en automne, quand le jour et la nuit sont d'égale durée dans tout le monde. Le texte le plus souvent cité pour définir Nibiru en termes astronomiques est le compendium babylonien Mul.apien, dont le nom signifie « étoile de la charrue » en sumérien, en référence à la première constellation qui y est cataloguée. Le Mul.apin est l'un des textes astronomiques babyloniens les plus importants qui nous soient parvenus. Il se présente sous la forme de 2 tablettes cunéiformes, et la plus ancienne version connue date d'environ 1000 avant notre ère, bien que le contenu astronomique qu'il compile soit certainement plus ancien. La tablette 1 du Mul.apin conservée au British Museum porte le numéro de registre 1899-06 10-108. Dans cet ouvrage, dans lequel les astronomes babyloniens cataloguaient avec une précision remarquable les levées héliaxiaux des étoiles, les chemins des planètes et les intervalles temporels des phénomènes célestes, on trouve cette description de Nibiru. Quand les étoiles d'Enlil ont été énumérées, une grande étoile, bien que sa lumière soit faible, divise le ciel en 2 et se tient là. C'est l'étoile de Marduk, Nibiru et Jupiter. Elle change continuellement de position et traverse le ciel. L'identification est explicite. Nibiru est ici Jupiter, l'étoile de Marduk, au moment précis où cette planète occupe le point équinoxial, où elle divise le ciel en 2, c'est-à-dire se trouve sur l'équateur céleste. Mais le même texte mentionne ailleurs que d'autres planètes peuvent occuper ce rôle de Nibiru dans d'autres configurations. Les tablettes K.6174 et K.12769, provenant également de la bibliothèque d'Assurbanipal, stipulent explicitement « Si Mercure divise le ciel et se tient là, son nom est Nibiru ». Dans certains contextes du grand texte oraculaire Enuma Anu Enlil, Nibiru est associé à la région de la constellation de la Balance. Ce n'est pas une contradiction, c'est une logique différente de la nôtre. Pour les astronomes babyloniens, Nibiru n'est pas le nom d'un objet physique fixe, c'est le nom d'un rôle, d'une fonction cosmique. C'est le titre décerné à l'objet qui, à un moment donné, occupe le point de passage, le point de croisement,
le seuil entre deux régions du ciel. Cette pensée est en réalité très cohérente avec la structure de l'astronomie babylonienne dans son ensemble, qui organisait le ciel en trois chemins: le chemin d'Anu, la bande équatoriale, le chemin d'Enlil, l'hémisphère nord, et le chemin d'Ea, l'hémisphère sud, et qui accordait une importance primordiale au point de frontière, au moment de transition, au croisement entre régions. Il faut maintenant parler d'un autre texte, peut-être le plus cité dans les discussions populaires sur Nibiru, et le citer honnêtement dans sa totalité, et sans en tronquer le contenu pour servir une thèse particulière. Ce texte est un passage de l'Enuma Elish, l'épopée babylonienne de la création, dans sa tablette 5. C'est Wolfram von Soden, l'un des plus grands assyriologues du XXe siècle, qui en a donné la traduction de référence, publiée dans la Zeitschrift für Assyriologie. Nibiru, qui est dit avoir occupé les passages du ciel et de la terre, parce que tous, en haut et en bas, interrogent Nibiru s'ils ne peuvent trouver le passage. Nibiru est l'étoile de Marduk que les dieux du ciel ont rendue visible. Nibiru se tient comme un poteau au point de retournement. Ce texte dit plusieurs choses intéressantes. Il dit que Nibiru occupe les passages, les Néberti, du ciel et de la terre. Il dit que c'est vers Nibiru que l'on se tourne quand on cherche la voie. Il dit que Nibiru se tient comme un poteau au point de retournement, ce qui est une métaphore astronomique transparente pour un repère céleste fixe, ou du moins stable, qui marque une transition. Marduk, dieu créateur par excellence de la cosmologie babylonienne, établit Nibiru comme l'un des trois grands repères organisateurs du cosmos, avec les positions d'Enlil et d'Ea dans le ciel. Nulle part dans ce texte, et dans aucun autre texte cunéiforme authentique, Nibiru n'est décrit comme une planète physique, suivant une orbite elliptique extrêmement allongée, qui reviendrait dans le système solaire toutes les 3600 ans. Cette description spécifique est l'invention d'un homme, Zekaria Sitchin, auteur populaire d'origine azerbaïdjanaise, dont la série de livres intitulée The Earth Chronicles, publiée à partir de 1976, et a connu un succès mondial considérable. Sitchin affirmait lire le cunéiforme. Les assyriologues spécialisés qui ont examiné ses traductions, notamment Michael Heiser, ancien directeur académique du programme d'études bibliques de l'Université de Liberty, qui consacra une grande partie de sa carrière à analyser précisément les clèmes de Sitchin sur les textes cunéiformes et dont le travail The Myth of a Sumerian Twelfth Planet est disponible librement en ligne, ont conclu de manière unanime que ces traductions étaient fautives, que certains des textes qu'il citait n'existaient pas sous la forme qu'il leur prêtait, et que sa thèse centrale, une planète appelée Nibiru, suivant une orbite de 3600 ans et abritant une race d'extraterrestres appelée Anunnaki, ne trouve aucune base dans les textes cunéiformes réels. Cette précision est nécessaire. Elle ne ferme pas la question, elle la clarifie. Car ce que les textes disent réellement est, à sa manière, tout aussi troublant que ce que Sitchin prétendait y lire. Les textes disent que les astronomes babyloniens possédaient un concept précis, techniquement défini, pour désigner un objet céleste qui traverse le milieu du ciel et qui occupe les passages. Un objet dont la caractéristique essentielle est le mouvement de croisement, la traversée d'une frontière, le passage d'une région à une autre. Un objet auquel on donne le nom de ce qu'il fait, Nibiru, le passeur, le franchisseur. Le 1er juillet 2025, un objet issu d'un autre système stellaire
peut-être d'une autre époque de la galaxie, traversa la frontière de notre système solaire à 60 et 1 km par seconde, et sur une trajectoire hyperbole qui croisait le plan de l'écliptique en un point précis de la constellation du Serpentaire. Il traversa le milieu. Il franchit le passage. Les Babyloniens avaient un mot pour ça. L'épopée de la création et l'ordre des cieux. Le Numa Elish commence par le silence. Et Numa Elish, la Nabu Shamamu, quand en haut, le ciel n'était pas encore nommé. C'est l'incipit de l'épopée babylonienne de la création, dont le titre est précisément ses premiers mots, selon la convention cunéiforme qui nommait les textes par leurs premières lignes. Ce texte, rédigé en akkadien babylonien, se présente sous la forme de 7 tablettes. Les versions les plus complètes que nous possédons proviennent de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, mais des copies fragmentaires ont été retrouvées à Assur, à Kish, à Sultantep et dans d'autres sites de Mésopotamie, ce qui atteste de la large diffusion du texte. Les tablettes de Ninive sont datées du 7e siècle avant notre ère, mais les philologues s'accordent à penser que le texte lui-même fut composé à l'époque de la Babylonie cassite, probablement au cours du 2e millénaire avant notre ère, peut-être autour du 14e ou 13e siècle. Ce n'est pas, à proprement parler, un texte sumérien. C'est un texte babylonien, écrit en akkadienne, qui repose sur des traditions cosmologiques sumériennes plus anciennes, mais les réinterprète profondément pour servir la théologie politique de Babylone et exalter son dieu principal, Marduk. Il serait plus juste de l'appeler un texte mésopotamien, appartenant à la longue continuité de pensée qui unit les Sumériens d'Uruk et d'Ur aux Babyloniens de Nebuchadnezzar II. Ce qui nous intéresse dans l'Enuma Elish ce soir, ce n'est pas tant l'intrigue narrative, la bataille cosmique entre Marduk et le dragon Tiamat, la création du monde à partir des membres du dragon vaincu, que le moment précis où, après la victoire, Marduk établit l'ordre céleste. Car c'est dans ce passage cosmologique, dans la tablette 5, que Nibiru apparaît dans son rôle le plus défini. Après avoir tué Tiamat et façonné le ciel et la terre à partir de ses 2 moitiés, Marduk se consacre à l'organisation du cosmos. Il crée les étoiles comme des images des grands dieux. Il définit l'année. Il établit les 12 mois avec leurs étoiles. Il fixe les positions de la lune et la met en charge de la nuit. Et puis vient ce passage capital. Il fixa la position de Nibiru pour délimiter leurs frontières. Nibiru est ici le repère premier, le méridien cosmique, l'axe à partir duquel tout le reste de l'ordre céleste est mesuré. Quand Marduk fixa les positions de Nibiru, Enlil et Ea dans le ciel. Ce sont les 3 coordonnées de l'univers babylonien, les 3 grands repères qui permettent à quiconque, en haut et en bas, de trouver le passage. L'image est celle d'un navigateur cosmique. Nibiru n'est pas une planète qui plane dans le ciel de manière indépendante et dangereuse. C'est une borne, une balise, un point de référence que Marduk plante dans le tissu du ciel pour que l'ordre soit lisible. C'est la clé du système de navigation céleste babylonien. Et ici, quelque chose mérite qu'on s'y attarde. Les astronomes babyloniens n'étaient pas des astrologues au sens dépréciateur que nous donnons parfois à ce mot. Ils étaient des observateurs rigoureux qui consacrèrent des siècles à l'accumulation de données sur les cycles planétaires, les éclipses, les levées et couchers d'étoiles. Leurs prédictions astronomiques étaient d'une précision remarquable pour l'époque. Le cycle Saros, qui permet de prédire les éclipses lunaires avec une précision de 18 ans, 11 jours et 8 heures, fut identifié et utilisé par les astronomes babyloniens bien avant les Grecs.
Les observations de la planète Vénus consignées dans l'Enuma Anu Enlil sur ce qu'on appelle la tablette de Vénus d'Amisaduqa, tablette 63 de la série, couvrent 21 années consécutives d'observation et contiennent des données que les astronomes modernes ont pu valider et utiliser pour des calculs rétrocalendaires. Dans ce contexte de rigueur observationnelle, et la fonction de Nibiru dans l'Enuma Elish prend un sens différent de celui que lui attribuent les lectures populaires. Ce n'est pas le nom d'un objet mystérieux et menaçant qui revient périodiquement semer le chaos. C'est l'opposé. C'est le nom du principe d'ordre, du repère, qui permet à l'observateur céleste de savoir où il en est. C'est la boussole du ciel babylonien. Et pourtant, et c'est là où l'honnêteté intellectuelle exige qu'on ne ferme pas trop vite le dossier, la tablette 5 de l'Enuma Elish contient aussi ce passage, souvent moins cité que les autres. Nibiru, qui est dit avoir occupé les passages du ciel et de la terre, parce que tous, en haut et en bas, interrogent Nibiru s'ils ne peuvent trouver le passage. Ce passage ne décrit pas simplement un repère technique. Il décrit un objet que l'on consulte quand on est perdu. Un objet qui occupe les passages, Neberti Shamé ou Ersetim, les passages du ciel et de la terre. Un objet qui joue le rôle, dans le cosmos babylonien, d'un gardien de seuil, d'un passeur entre deux états. La notion de seuil, de frontière entre deux régions, entre deux états, entre deux temps, est au cœur de la pensée mésopotamienne dans son ensemble. Les Sumériens et les Babyloniens vivaient dans une géographie de fleuves, de canaux, de frontières entre le désert et les terres irriguées, entre la ville et le monde des dieux, entre la vie et la mort. Leurs textes sacrés sont saturés de passages, de portes, de guets, de seuils. L'Enuma Elish elle-même est l'histoire d'un passage cosmique, le passage du chaos primordial à l'ordre créé. Et Nibiru, planté dans le ciel par Marduk après cette victoire, est le marqueur permanent de ce passage accompli, le rappel gravé dans les étoiles que l'ordre a triomphé du chaos et que le cosmos possède désormais un centre, une orientation, un sens. Cela soulève une question à laquelle nous reviendrons plus tard ce soir. Qu'aurait fait un astronome babylonien de la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère, armé de sa tablette, de son calame et de son siècle de données d'observation accumulées? S'il avait observé un objet céleste venant de l'extérieur du système, traversant le plan de l'écliptique sur une trajectoire hyperbole, ne se conformant à aucune des orbites planétaires connues, aurait-il cherché son Nibiru dans les textes, la liste des rois et le temps d'avant le déluge, dans les réserves de l'Ashmolean Museum d'Oxford, sous le numéro de catalogue A N 1923.444, A se trouve un prisme d'argile quadrangulaire de 20 cm de hauteur et 9 cm de côté. Il est inscrit sur ses quatre faces d'une écriture cunéiforme serrée, en sumérien classique. Cet objet est connu sous le nom de prisme Weld-Blondel, d'après Herbert Weld-Blondel, le collectionneur britannique qui l'acquit en Irak vers 1922 et en fit don au musée en 1923. L'archéologie le situe probablement à Larsa, grande cité-État sumérienne du sud de l'Irak actuel, et sa datation est estimée autour de 1800 avant notre ère. C'est la copie la plus complète et la mieux conservée d'un texte que les académiciens appellent la liste des rois sumériens, Nam Lugalla en sumérien, la royauté.
Le professeur Stephen Langdon de l'Université d'Oxford en publia l'édition académique de référence en 1923 et dans la collection Oxford Editions of Cuneiform Texts, OECT2. C'est à travers cette publication que le texte devint pleinement accessible à la communauté scientifique internationale. La liste des rois sumériens est un document chronographique d'une nature particulière. Elle se présente comme un catalogue de toutes les cités qui exercèrent successivement la royauté en Mésopotamie, car la royauté, dans la conception sumérienne, était unique et ne pouvait résider qu'en un seul endroit à la fois. Elle descendait du ciel, Nam Lugal, la Anta Eddé, sur une cité, y demeurait le temps du règne de ses rois, puis était emportée et déposée dans une autre cité. C'est un document d'une cohérence idéologique remarquable. Ce qui frappe immédiatement le lecteur moderne, et c'est la durée des règnes dans la première section du document, celle qui précède le déluge. Alulim, premier roi de la cité d'Éridu, régna 28 800 ans. Al-Aljar, son successeur à Eridu, régna 36 000 ans. Enmenluana, premier roi de Bad Tibira, régna 43 200 ans. Enmengalana, son successeur, régna 28 800 ans. Dumuzid le berger, troisième roi de Bad Tibira et personnage que l'on retrouve dans d'autres textes sumériens sous le nom de Tammuz, dieu berger associé au cycle de végétation, régna 36 000 ans. En tout, 8 rois régnèrent avant le déluge sur 5 cités, Eridu, Bad Tibira, Larak, Sippar, Shuruppak, pour des règnes dont la somme totale atteint 241 200 ans. Après le déluge, les règnes redeviennent humains. Quelques centaines d'années pour les premiers rois post-diluviens, puis des dizaines d'années, puis finalement des durées entièrement plausibles à mesure que le texte approche de l'époque historique vérifiable. L'interprétation académique dominante de ces règnes extrêmement longs est celle de la symbolique numérique. Les nombres sumériens sont fondés sur le système sexagésimal, base 60, et les grands nombres antédiluviens sont tous des multiples de 3600, le nombre sumérien char, qui signifie à la fois 3600 et totalité, complétude. 28 800 ans égale 8 chars. 36 000 ans égale 10 chars. 43 200 ans égale 12 chars. Ces nombres n'expriment pas une durée historique littérale, mais une grandeur, une dignité, une totalité symbolique. Les rois antédiluviens ne sont pas des personnes ordinaires qui ont vécu extraordinairement longtemps. Ce sont des catégories cosmiques, des figures qui incarnent des ères complètes, des cycles accomplis. La royauté qu'ils exercèrent n'est pas la royauté politique que nous entendons par ce mot. C'est un principe d'ordre cosmique dont ils sont les incarnations terrestres. Mais il y a un aspect de ce texte que l'interprétation symbolique ne résout pas entièrement et qui mérite d'être mentionné honnêtement. 5 des cités antédiluviennes mentionnées dans la liste des rois, Eridu, Bad Tibira, Larak, identifiés à la cité actuelle de Tel el-Wilaya, Sippar et Shuruppak, sont des cités réelles. Leurs ruines ont été fouillées, leurs couches archéologiques ont été datées et, de manière frappante, les archéologues ont mis au jour dans plusieurs de ces sites des couches d'alluvions, du limon de crue, qui séparent des niveaux d'occupation préhistorique. Ce n'est pas le déluge universel de la Bible. Et c'est quelque chose de plus localisé.
une grande inondation ou une série d'inondations qui bouleversa la vie dans la plaine alluviale méridionale de Mésopotamie. Léonard Woolley, lors de ses fouilles dures dans les années 1920, trouva une couche d'argile stérile d'environ 2,5 mètres d'épaisseur, séparant deux niveaux d'occupation. Il la qualifia aussitôt de preuve du déluge biblique, ce que les archéologues ultérieurs nuancèrent considérablement, mais le fait stratigraphique lui-même demeure. Ce qui est intéressant pour notre enquête de ce soir, c'est quelque chose de différent. La liste des rois sumériens affirme que le déluge fut un point de rupture dans le temps. Avant le déluge, une ère différente, avec une temporalité différente, des règnes de totalité complète, un rapport différent entre les humains et le cosmos. Après le déluge, le temps historique ordinaire, des règnes humains, des dynasties qui se succèdent. Le déluge est présenté comme une frontière, une Nébertou, si l'on peut se permettre l'analogie, entre deux modes d'être dans le monde. Et le texte dit autre chose encore, dans ses premières lignes, avant même de commencer l'énumération des rois. Après que la royauté fut descendue du ciel, la royauté était à Eridu. La royauté descend du ciel. Le savoir vient d'en haut. L'ordre est d'origine cosmique. Et il est confié aux hommes pour qu'ils le gardent. Ce cadre de pensée, le savoir comme don descendu du ciel, la civilisation comme transmission d'un ordre cosmique plutôt qu'invention humaine, est au cœur de la manière dont les Sumériens et les Babyloniens comprenaient leur propre histoire. Et il ne nous appartient pas de trancher entre métaphores symboliques et mémoire codée d'événements réels. Mais il nous appartient de noter la cohérence de ce cadre et de lui donner l'attention intellectuelle qu'il mérite. Les Anunnaki, ni dieux ni extraterrestres. Le mot Anunnaki est aujourd'hui l'un des mots anciens les plus fréquemment mal utilisés sur l'Internet. Il est devenu le signifiant universel d'une certaine forme de littérature alternative. Les extraterrestres reptiliens, les créateurs génétiques de l'humanité, les maîtres secrets de la civilisation. Il est également, très concrètement, un terme précis de la théologie sumérienne et babylonienne, avec un sens bien défini dans les textes. Décomposons d'abord le terme. En sumérien, An désigne le ciel, et plus spécifiquement le dieu du ciel, Anu, et le père des dieux dans le panthéon sumérien. Unnak ou Naki est un terme qui a été interprété de plusieurs façons. Ceux du ciel royal, Anaki en sumérien, du ciel, ou encore ceux du ciel et de la terre, si l'on décompose différemment. L'étymologie précise reste l'objet de discussions académiques, mais le sens fonctionnel dans les textes est clair. Les Anunnaki sont les grands dieux du panthéon mésopotamien, les divinités de rang supérieur, par opposition aux Igigi, qui sont les dieux des strates inférieures, les travailleurs divins. Dans le texte de l'épopée d'Atrahasis, conservé dans sa version la plus complète sur la tablette du British Museum, cataloguée sous le numéro 78941, une tablette en argile provenant de Sippar et datant d'environ 1635 avant notre ère, découverte lors des fouilles de la fin du XIXe siècle. Les Anunnaki jouent un rôle central dans l'histoire de la création de l'humanité. L'épopée d'Atrahasis est le texte babylonien le plus détaillé sur les origines humaines, et son récit est d'une cohérence narrative remarquable. Au début du texte, les grands dieux, les Anunnaki, sont assis et délibèrent, pendant que les Igigi, les dieux inférieurs, accomplissent les travaux pénibles de la terre, creuser les canaux, porter les sédiments, entretenir les cours d'eau.
Au bout d'un temps indéfini, les Igigi se révoltent. Ils brûlent leurs outils et marchent vers le palais du dieu Enlil pour exiger que leur fardeau soit allégé. C'est dans ce contexte que la décision est prise de créer l'humanité. Les humains seront créés pour assumer le travail que les dieux ne veulent plus le faire. Et que la déesse Mami, également nommée Nintu ou Ninursag selon les variantes, pétrit de l'argile mêlée du sang du dieu Gela, un dieu mineur sacrifié à cet effet, et crée les premiers humains. L'humanité est ainsi présentée, dès l'origine, comme une solution à un problème de gestion du travail divin. C'est un récit extraordinaire dans sa franchise. Il ne présente pas la création humaine comme un acte d'amour ou de curiosité. C'est une décision administrative. Et les Anunnaki, dans ce contexte, ne sont pas des explorateurs venus d'une autre planète. Ce sont des gestionnaires divins d'un cosmos à administrer, confrontés à un problème de ressources en main-d'œuvre. Cette lecture est celle de la syriologie académique contemporaine. Elle est celle de chercheurs comme Thorkild Jacobsen, ancien directeur de l'Oriental Institute de l'Université de Chicago et l'un des grands sumérologues du XXe siècle, dont les travaux sur la théologie mésopotamienne restent des références fondamentales. Elle est cohérente avec le reste de la littérature mésopotamienne, qui présente systématiquement les dieux comme des gestionnaires cosmiques, avec leur hiérarchie, leurs assemblées, leurs conflits d'intérêts, leurs décisions prises à la majorité. Mais honnêteté intellectuelle oblige. Il existe dans les textes plusieurs passages qui résistent à une réduction purement symbolique. Dans l'Atrahasis, juste avant le déluge, le texte dit que les Anunnaki délibèrent et décident d'envoyer le déluge pour éliminer l'humanité devenue trop bruyante. Rigmu, le vacarme, a l'agitation et que le dieu Ea, le dieu de l'eau douce et de la sagesse, avertit Atrahasis en secret, malgré la décision collective. Ce passage, que des générations de chercheurs ont lu comme une métaphore de la relation entre l'humain et le divin, entre la liberté et la destinée, contient aussi une structure narrative très précise. Une décision prise en assemblée par des êtres de rang supérieur, une dissidence d'un membre de cette assemblée, un avertissement transmis à un humain en contournant la décision officielle. C'est la structure d'une bureaucratie, divine certes, mais une bureaucratie. Et c'est là que la question honnête se pose. Comment lire ces textes ? Il y a ceux qui lisent les Anunnaki comme des figures purement mythologiques, des personnifications des forces de la nature, du ciel, de l'eau, de la terre, sans existence ontologique distincte. C'est la position académique dominante, et elle est solidement étayée. Il y a ceux, Sitchin le premier, avec une large suivance populaire, qui lisent les Anunnaki comme des êtres physiques venus d'ailleurs, des entités extraterrestres dont les textes seraient la trace directe. Cette lecture, comme nous l'avons vu, ne résiste pas à l'examen philologique rigoureux des textes eux-mêmes. Et puis, il y a une troisième lecture, plus discrète et peut-être plus intéressante intellectuellement. Celle qui lit les textes mésopotamiens comme les Mésopotamiens eux-mêmes les lisaient, c'est-à-dire comme des archives de leur expérience du cosmos, rédigées dans leur propre vocabulaire conceptuel. Si les Anunnaki sont les grands dieux, c'est parce que les Sumériens et les Babyloniens avaient une expérience du cosmos comme d'un endroit habité par des volontés plus grandes que les leurs. Cette expérience est universelle dans les cultures humaines. Ce qui est propre à la Mésopotamie, c'est la précision administrative avec laquelle elle fut codifiée. Les Anunnaki
ne sont ni des dieux de romans fantastiques, ni des astronautes extraterrestres. Ils sont quelque chose de plus difficile à saisir et de plus important. Ils sont le témoignage de la manière dont une civilisation humaine, il y a 5000 ans, comprenait sa relation à l'ordre du cosmos. Et cette manière d'être au monde mérite d'être lue avec sérieux, non pas parce qu'elle est vraie au sens littéral, mais parce qu'elle est cohérente, sophistiquée et profondément humaine. L'astronomie babylonienne, une science du retour. Au cœur de l'astronomie babylonienne, il y a une conviction fondamentale que les astronomes modernes reconnaîtraient volontiers. Le cosmos est cyclique. Les phénomènes célestes se répètent. Ce qui est arrivé reviendra. Et si l'on observe assez longtemps, avec assez de précision, on finira par trouver la période, le cycle sous-jacent qui gouverne l'apparence du désordre. Cette conviction n'est pas une croyance religieuse naïve. Elle est le résultat de siècles d'observations patientes. Les astronomes babyloniens, les Ummanu, les lettrés savants de la cour royale, les scribes du ciel, observèrent le ciel nuit après nuit, consignèrent leurs observations sur des tablettes, les conservèrent dans les grandes bibliothèques royales et les transmirent de génération en génération. Leurs archives d'observations astronomiques s'étendent sur plus de 6 siècles, de 747 avant notre ère à environ 60 et 1 avant notre ère. La série dite des journaux astronomiques babyloniens, dont des centaines de fragments sont conservés au British Museum. Cette accumulation patiente de données permit aux astronomes babyloniens d'identifier des cycles d'une précision remarquable. Le cycle Saros, utilisé pour prédire les éclipses lunaires, fut reconnu et formalisé par les astronomes babyloniens vers le 7e siècle avant notre ère. Ce cycle de 18 ans, 11 jours et 8 heures permet de prédire les éclipses lunaires avec une précision qui fit l'admiration des Grecs lorsqu'ils en prirent connaissance. L'astronome Hipparque de Nicée, au IIe siècle avant notre ère, et reconnut explicitement sa dette envers les archives d'observation babyloniennes pour ses propres calculs. La série Enuma Anu Enlil, dont le nom signifie « quand Anu, Enlil et Ea dans la haute », est peut-être le monument le plus impressionnant de cette science des cycles célestes. Cette série de quelques 68 à 70 tablettes rassemble des milliers de domaines célestes, environ 6000 à 7000 au total, selon les spécialistes, organisés selon les phénomènes qui les déclenchent. Phénomènes lunaires pour les premières tablettes, phénomènes solaires ensuite, puis les étoiles, puis les planètes. Chaque omen suit un schéma structuré. 6 phénomènes célestes, et alors événements terrestres. Ce n'est pas de la divination au sens capricieux du terme. C'est une base de données empiriques de corrélation observée sur des siècles entre des phénomènes célestes et des événements terrestres. La tablette 63 de l'Enuma Anu Enlil, connue sous le nom de tablette de Vénus d'Ammisaduqa, est particulièrement remarquable. Elle enregistre les levers héliaxiaux et les couchers de la planète Vénus sur une période de 21 années pendant le règne du roi babylonien Ammisaduqa, XVIIe siècle avant notre ère, selon la chronologie courte. Ces observations sont suffisamment précises pour que les astronomes modernes puissent les utiliser pour des calculs rétrocalendaires, pour dater le règne d'Ammisaduqa à partir des observations astronomiques elles-mêmes. Cette tablette était l'un des exemples les plus clairs de l'astronomie babylonienne comme science empirique vérifiable. Le Mulapin, dont nous avons déjà parlé à propos de Nibiru, est une autre pièce maîtresse de cet édifice. Sa tablette 1
celle portant le numéro de registre 1899-06 10-108 au British Museum, catalogue les étoiles en 3 listes correspondant aux 3 chemins célestes, Enlil, Anu et Ea, puis donne les dates de leur levée héliaxio dans l'année idéale de 360 jours. Sa tablette 2 décrit les planètes et leurs mouvements, les périodes synodiques, les intervalles entre phénomènes planétaires remarquables. C'est un manuel d'astronomie pratique, d'une rigueur qui anticipe de plusieurs siècles les développements astronomiques grecs. Ce qui est décisif pour notre enquête, c'est ceci. Dans tout ce dispositif astronomique, et la notion de retour est centrale. Les éclipses reviennent. Vénus revient à sa position initiale. Jupiter revient à son point équinoxial. Et c'est là, dans ce retour de Jupiter à l'équateur céleste, que le Mulapin place le phénomène Nibiru. Le retour est la preuve de l'ordre cosmique. Ce qui revient est connu, maîtrisé, inscrit dans les tableaux. Ce qui revient confirme que le cosmos est bien tel que les astronomes babyloniens l'ont décrit. Mais voici la question implicite que ce système pose, celle qui n'est nulle part formulée dans les textes mais qui flotte à leur surface. Que fait-on d'un objet qui ne revient pas? Que fait un astronome babylonien, armé de siècles de données sur les retours planétaires et les cycles célestes, face à un objet qui arrive de l'extérieur et traverse le ciel sur une trajectoire que aucune des planètes connues ne suit, puis disparaît pour toujours dans la direction opposée? Pour l'heure, laissons cette question en suspens. Elle appelle une réponse, et nous y viendrons. Mais d'abord, il faut regarder en face ce que 3i/Atlas est réellement, scientifiquement, précisément, sans romantisme ni dramatisation. 3 voyageurs interstellaires. L'histoire de la détection des objets interstellaires dans notre système solaire est l'histoire d'une capacité technologique qui a émergé brutalement. Pendant toute l'histoire de l'astronomie, de Hipparque à Galilée, de Herschel à Hubble, les astronomes n'avaient théoriquement aucune raison de supposer que notre système solaire ne recevait pas de temps en temps des visiteurs venant d'autres systèmes. Les simulations gravitationnelles suggéraient même que les systèmes stellaires en formation devaient régulièrement éjecter des objets, des planètes embryonnaires, des comètes, des blocs de glace et de roches, vers l'espace interstellaire. Ces objets errent pendant des milliards d'années, dérivant d'un système à l'autre, traversant les espaces vides entre les étoiles à des vitesses qui témoignent des violentes interactions gravitationnelles qui les ont propulsés. En théorie, certains d'entre eux devaient passer à portée du Soleil. Mais les détecter est une autre affaire. Ces objets sont petits, sombres, rapides. Ils ne passent qu'une seule fois. Pour les détecter, il faut des télescopes d'un champ de vision suffisamment large, d'une sensibilité suffisamment grande, et surtout des algorithmes capables de traiter en temps réel des millions d'images pour identifier les points de lumière en mouvement. Ce sont précisément les capacités qui émergèrent dans la deuxième décennie du XXIe siècle. Le premier objet interstellaire détecté fut un I/Oumuamua, découvert en octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS à Hawaï. Son nom hawaïen signifie approximativement « messager venu de loin, arrivant en premier ». Oumuamua était un objet étrange, très allongé, selon les premières estimations, un rapport longueur sur largeur d'environ 10:1 peut-être, d'une couleur rougeâtre caractéristique des surfaces irradiées depuis longtemps par les rayons cosmiques, et doté d'une accélération non gravitationnelle inexpliquée qui dépassa toutes les tentatives d'explication conventionnelles par la pression de radiation solaire ou par le dégazage cométaire.
Il ne montrait aucune signature cométaire visible. Il ne ressemblait à rien de connu. Il quitta notre système solaire avant que nous puissions le caractériser pleinement. Le deuxième objet fut de I/Borisov, découvert en août 2019 par l'astronome amateur ukrainien Gennady Borisov. 2I/Borisov était une comète à l'aspect plus classique. Une coma visible, une queue de poussière, une composition chimique, cyanure, eau, monoxyde de carbone, similaire à celle des comètes du système solaire. Sa bizarrerie était purement orbitale. Son excentricité de 3,36 trahissait une origine interstellaire sans ambiguïté. Elle nous permit pour la première fois d'étudier en détail la composition d'un objet venu d'un autre système stellaire. Et ce que nous trouvâmes fut à la fois rassurant et déroutant. Rassurant parce que 2I/Borisov ressemblait à nos propres comètes, suggérant que les comètes sont un phénomène universel. Déroutant parce que ses proportions relatives de monoxyde de carbone étaient inhabituellement élevées pour une comète à sa distance du Soleil. Et puis 23I/Atlas. Découvert le 1er juillet 2025 par le télescope Atlas de Rio Hurtado, au Chili, code d'observatoire WAVE68, catalogué C/2025N1 3I/Atlas est le troisième objet interstellaire confirmé, et de loin le plus spectaculaire des trois. Son excentricité orbitale est de 6,14, bien supérieure à celle des deux précédents visiteurs. Sa vitesse à la découverte était de 60 et 1 km par seconde relative au Soleil, et à son périhélie le 29 octobre 2025, lorsqu'il atteignit sa distance minimale au Soleil de 1,36 unités astronomiques, se trouvant entre les orbites de la Terre et de Mars. Cette vitesse culmina à 68,3 km par seconde. C'est la comète la plus rapide jamais observée dans notre système solaire. Il était actif bien avant sa découverte. Les images de Precovery du satellite TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA, montrent que 3I/Atlas était déjà brillant et actif en mai 2025, lorsqu'il se trouvait encore à environ 6,4 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Cette activité précoce est remarquable, car elle suggère que ce n'est pas la chaleur solaire qui la provoque principalement. Les astronomes conclurent que la sublimation de glace volatile, principalement le dioxyde de carbone, était responsable de cette activité à grande distance. Les observations du télescope spatial James Webb en août 2025 confirmèrent une composition inhabituellement riche en dioxyde de carbone, avec de petites quantités d'eau, de monoxyde de carbone et de sulfure de carbonyle. Le Very Large Telescope, VLT, détecta également des émissions de cyanure et de vapeur de nickel atomique. La taille du noyau reste incertaine. Les images du télescope spatial Hubble suggèrent un diamètre entre 0,32 et 5,6 km, mais son activité cométaire extrêmement élevée lui conféra une coma de 700 000 km de diamètre, soit presque 2 fois le diamètre du Soleil lui-même. Quant à son âge, et c'est ici que les choses deviennent vraiment vertigineuses, les analyses de la trajectoire rétrocalendrée de 3I/Atlas, publiées par des équipes de l'Université d'Oxford, dirigées par Matthew Hopkins et d'autres groupes de recherche, suggèrent que l'objet provient soit du disque mince, soit du disque épais de la Voie lactée. Si son origine est le disque épais, la composante plus ancienne et plus épaisse de notre galaxie, composée d'étoiles formées dans les premiers milliards d'années de la Voie lactée, alors 3I/Atlas
pourrait avoir entre 7 et 12 milliards d'années. Une évaluation révisée publiée en mars 2026 dans la revue Spacepoint.com évoque des estimations entre 10 et 12 milliards d'années. Notre système solaire a 4,6 milliards d'années. La Terre en a 4,5. Si ces estimations sont correctes, et 3i/Atlas existait déjà, errant entre les étoiles, quand notre Soleil n'était pas encore né, quand la nébuleuse qui allait devenir notre système solaire n'était pas encore effondrée sur elle-même. En mars 2026, 3i/Atlas se trouva à sa distance minimale de Jupiter et continua sa trajectoire hyperbole vers les confins du système solaire. Il ne reviendra jamais. Dans quelques siècles, ces calculs de trajectoire deviendront impossibles depuis la Terre, trop loin, trop faible. Il rejoindra l'obscurité d'où il est venu. 3 visiteurs interstellaires. 3 objets que rien ne reliait à notre système solaire, passant brièvement dans son voisinage avant de s'en aller pour toujours. Chacun différent, chacun portant dans lui la marque de son origine lointaine. Et c'est peut-être ici, dans cette confrontation entre la science de pointe de 2025 et les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne, qu'une question se pose avec une netteté particulière. Une question que personne ne peut répondre avec certitude, mais que l'honnêteté intellectuelle oblige à formuler clairement. Les astronomes babyloniens regardaient le même ciel. Ils le regardaient avec une attention et une rigueur qui nous surprennent encore. Ils avaient des catégories conceptuelles pour tous les objets célestes qu'ils observaient, et ils avaient ce terme, Nibiru, le passeur, le croiseur, celui qui traverse le milieu. S'ils avaient eu les instruments pour observer 3i/Atlas, et si un tel objet les avait précédés dans l'histoire, traversant le ciel de Babylone dans une époque dont nous n'avons pas de trace écrite, dans quelle catégorie l'aurait-il placé? Le point de croisement, Nibiru. Comme phénomène, non comme planète. Revenons au texte, revenons aux mots eux-mêmes. Dans son article de 2015 pour le Cuneiform Digital Library Bulletin, le chercheur Immanuel Friedman formule sa conclusion après avoir analysé systématiquement toutes les occurrences du terme Nibiru dans les textes cunéiformes connus. Sa thèse est précise. L'hypothèse que le nom Nibiru peut être assigné à n'importe quel objet astronomique visible qui marque un équinoxe est soutenu par les preuves cunéiformes. Il s'appuie notamment sur la structure des textes du Mule Lapin et de l'Enuma Annuenlil, qui montrent clairement que différentes planètes peuvent être désignées comme Nibiru selon leur position dans le ciel. Cette conclusion est académiquement solide, et elle contient implicitement quelque chose que Friedman ne développe pas, qu'il n'avait probablement pas de raison de développer en 2015, avant la découverte des objets interstellaires modernes, mais qui mérite qu'on s'y attarde ce soir. Si Nibiru est un terme fonctionnel, désignant non pas un objet spécifique, mais un rôle, une fonction, un comportement céleste particulier, celui de croiser le point médian du ciel, d'occuper le passage, alors la question pertinente n'est pas « Nibiru est-il une planète existante ?» mais « Qu'est-ce qui, aux yeux des astronomes babyloniens, méritait ce nom ?» La réponse que le MUL.APIN donnait claire pour les planètes du système solaire. C'est Jupiter au moment de l'équinoxe, parfois Mercure dans certaines configurations. Mais la définition qu'en donne l'Enuma Elish est plus large. Nibiru
est ce qui occupe les passages du ciel et de la terre, ce vers quoi on se tourne quand on ne peut trouver le passage. Le passage, la traversée, la frontière entre deux régions. 3I/Atlas, le 1er juillet 2025, était localisé dans la constellation du Serpentaire, à la frontière avec le Sagittaire, très précisément dans la région du plan galactique, la bande lumineuse qui représente visuellement le plan équatorial de la Voie lactée et que la tradition astronomique babylonienne appelait le grand fleuve céleste. Il traversait ce plan galactique. Il traversait simultanément l'écliptique, le plan de l'orbite terrestre autour du Soleil, en un point précis. Il arrivait de l'extérieur du système solaire et en traversait la frontière invisible mais mathématiquement définissable. Il occupait, au sens le plus littéral du terme, les passages du ciel et de la terre. Cette correspondance n'est pas une preuve. Elle ne démontre rien. Elle ne permet pas de conclure que les textes babyloniens décrivent des objets interstellaires. Et il serait intellectuellement malhonnête de prétendre le contraire. Oh, mais elle soulève une question légitime que la philosophie des sciences reconnaîtrait comme pertinente. Est-ce que le cadre conceptuel babylonien, développé sur des siècles d'observation du même ciel, était suffisamment général pour englober des phénomènes que ses créateurs n'avaient peut-être jamais observés directement, mais dont la structure conceptuelle permettait l'intégration? Autrement dit, est-ce que Nibiru est un terme qui peut s'appliquer, en toute cohérence avec la logique des textes babyloniens, à un objet interstellaire traversant notre système solaire? La réponse que les textes eux-mêmes suggèrent est peut-être, pas parce que les Babyloniens anticipaient les objets interstellaires, mais parce que leur concept de Nibiru était défini par une fonction, traverser, croiser et occuper le passage, et non par une identité physique fixe. C'est une catégorie ouverte, une catégorie fonctionnelle. Et les catégories fonctionnelles ont cette propriété remarquable. Elles peuvent s'appliquer à des situations que leurs créateurs n'avaient pas prévues. Il y a dans la tablette de l'Enuma Elish, dans la description de Nibiru, un passage que la traduction de von Soden rend ainsi. Celui qui traverse le milieu de la mer sans que cela soit calme, qu'il soit nommé Nibiru, car il prend possession du centre. L'image de traverser sans que cela soit calme, en sumérien, l'idée d'une traversée agitée, d'un passage qui bouscule, est frappante dans ce contexte. 3I/Atlas traversa notre système solaire à 68 km par seconde sur une trajectoire rétrograde. Ce n'était pas un passage calme. Cela pourrait n'être qu'une coïncidence de lecture. Et c'est probablement ce que c'est. Mais le mystère qui demeure, et que l'honnêteté intellectuelle oblige à ne pas effacer, est celui-ci. Si un objet interstellaire avait traversé le système solaire interne dans l'Antiquité babylonienne, à une époque où les astronomes royaux de Babylone passaient leur nuit à observer le ciel avec une rigueur que nous n'avons recommencé à égaler qu'au XIXe siècle, l'auraient-ils vu? Et s'ils l'avaient vu, l'auraient-ils reconnu comme différent des planètes connues? La réponse à la première question est probablement oui, à condition que l'objet ait été suffisamment brillant et actif pour être visible à l'œil nu. Un objet de la taille et de l'activité de 3I/Atlas, s'il avait suivi une trajectoire similaire à portée de l'œil nu, et aurait certainement été détecté. La réponse à la seconde question est plus complexe. Les Babyloniens savaient distinguer les planètes des étoiles fixes. Ils auraient certainement noté qu'un objet se comportant comme Nibiru, traversant le centre, occupant le passage,
ne suivaient pas la trajectoire prévisible d'une planète connue. Qu'auraient-ils inscrit dans leur tablette? Héra et Ishum. Quand les dieux abandonnent le ciel. Il existe dans le corpus de la littérature akkadienne un texte qui n'est presque jamais mentionné dans les discussions populaires sur les Anunnaki et Nibiru, et qui est peut-être l'un des plus étranges et des plus beaux textes de toute l'Antiquité proche-orientale. Il s'appelle Héra et Ishum, ou parfois, simplement, le poème d'Héra. Ce texte akkadien, composé en 5 tablettes, décrit un épisode de bouleversement cosmique centré sur le dieu Héra, un dieu de la guerre, de la peste et de la destruction, qui décide de prendre sa place dans le cosmos en forçant Marduk à abandonner temporairement son trône. Le poème est d'une noirceur intense et d'une beauté littéraire réelle. Sa composition est datée du 8e siècle avant notre ère, sur la base de critères linguistiques et contextuels, et le colophon du texte lui-même lui donne un auteur par son nom. Kapti Ilani Marduk, mon Dieu est Marduk, affirmant l'avoir reçu en rêve. Des copies multiples ont été retrouvées à Assur, à Ninive et dans d'autres sites mésopotamiens, attestant de sa large diffusion. Ce qui intéresse notre enquête dans ce texte, c'est sa représentation de Marduk. Au début du poème, Héra se plaint que le cosmos est mal gouverné. Il accuse Marduk d'être absent de sa tâche, inattentif à son rôle de garant de l'ordre cosmique. Pour convaincre Marduk de quitter temporairement son trône céleste, Héra utilise un argument sophistiqué. Il lui dit que ses ornements célestes, les parures de sa dignité divine, les insignes qui confèrent à Marduk son autorité sur le cosmos, ont été ternis et doivent être restaurés. Pour les restaurer, Marduk doit les confier à d'autres pendant son absence. Marduk accepte, et dans le moment de son départ, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le texte. Quand Marduk monta dans les hauteurs et abandonna sa demeure, les fondements tremblèrent, le ciel fut secoué, les étoiles dans le ciel perdirent leur position. C'est une image d'une puissance cosmologique remarquable. À l'absence du garant de l'ordre, le détenteur du titre Nibiru, qui fixe la position des étoiles, entraîne la désorganisation des cieux eux-mêmes. Les étoiles perdent leur position. L'ordre est rompu, et Héra, profitant du vide laissé par Marduk, déchaîne sur la terre la guerre, la famine, la destruction. La conclusion du poème est la restauration. Ishum, le dieu du feu et du foyer, le conseiller pacifique d'Héra, parvient à le convaincre de mettre fin à sa fureur. Marduk revient. Les étoiles retrouvent leur position. L'ordre est restauré. Ce cycle, départ du garant divin de l'ordre céleste, des organisations cosmiques, retour et restauration, est un schéma narratif que l'on retrouve dans de nombreuses cultures de l'Antiquité. Il exprime quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine du cosmos. Le sentiment que l'ordre visible du ciel n'est pas automatique, qu'il dépend d'une présence ou d'une attention qui peut faillir, et que le retour de cet ordre est une grâce, pas une évidence. Dans le contexte de notre enquête, ce qui est frappant dans Héra et Ishum est la corrélation entre l'absence d'un principe de gouvernance céleste et le bouleversement des trajectoires des étoiles. Ce n'est pas une description astronomique au sens technique, mais c'est une expression de la conviction babylonienne fondamentale que l'ordre céleste est fragile, qu'il peut être rompu, et que sa restauration est un événement cosmique d'une importance souveraine. Et cela pose une question en creux, jamais formulée dans le texte lui-même,
mais que sa logique interne semble appeler. Si un objet apparaissait dans le ciel babylonien, qui ne suivait aucune des trajectoires connues, qui traversait le centre du ciel à une vitesse inconnue sur une orbite sans précédent, serait-il interprété comme un signe de cette rupture de l'ordre, ou comme un signe de sa restauration, ou comme quelque chose d'entièrement autre, un messager venu de la région des passages, porteur d'une information cosmique que les astronomes royaux devraient consigner et interpréter. Kapti Ilani Marduk, l'auteur présumé du poème d'Erra, vivait probablement à Babylone ou à Assur au 8e siècle avant notre ère. À cette époque, les archives d'observations astronomiques babyloniennes s'accumulaient depuis au moins plusieurs siècles. Les Umayyu royaux consignaient chaque nuit les positions des planètes, les éclipses, les comètes, les apparitions inhabituelles. Si un objet avec les caractéristiques de 3I/Atlas avait traversé leur ciel, une comète extraordinairement brillante et rapide, arrivant sur une trajectoire aucune planète connue ne suivait, ils en auraient certainement fait une entrée dans leurs journaux d'observation, peut-être même un omen de première importance dans l'Enuma Anu Enlil. Peut-être qu'une telle tablette existe quelque part, dans un fragment non encore identifié de la collection Kuyunjik. Peut-être qu'elle est réduite en poussière dans les décombres d'un palais dont nous n'avons pas encore retrouvé la localisation. Peut-être qu'elle n'a jamais existé, parce qu'aucun objet de ce type n'a traversé le système solaire dans les 6 siècles d'archives que nous possédons. Nous ne savons pas, et cette ignorance est honnête. L'objet interstellaire est la question du retour. Revenons, pour un moment, à la science pure, à ce qu'une trajectoire hyperbole signifie réellement. Lorsque les astronomes calculent qu'un objet possède une excentricité orbitale de 6,14, ils affirment mathématiquement que cet objet n'est pas lié gravitationnellement au Soleil. Il ne tourne pas autour du Soleil. Il passe, il visite, et il repart. Avec une excentricité de 6,14, 3I/Atlas arrive avec une vitesse excédentaire à l'infini, la vitesse hyperbolique résiduelle de 58 km par seconde. Cela signifie qu'il a quitté son système d'origine avec assez d'élan pour traverser des dizaines d'années-lumière d'espace interstellaire. Le Soleil peut ralentir légèrement sa course, le dévier légèrement de sa trajectoire, mais il ne peut pas le capturer. Il ne peut pas le retenir. 3I/Atlas continuera son voyage après avoir quitté notre système solaire jusqu'à la limite calculable de l'horizon cosmique. Il ne reviendra pas. Cette certitude mathématique est le point exact où la cosmologie babylonienne et la science astronomique moderne divergent le plus clairement. Pour les Babyloniens, comme nous l'avons vu, le retour était la signature de l'ordre. Ce qui revenait était connu, compris, intégré dans les cycles. Ce qui revenait confirmait que le cosmos était ce qu'il semblait être. Un système ordonné, gouverné par des cycles répétables, lisible par ceux qui savaient observer. 3I/Atlas ne revient pas. Dans la logique babylonienne, cela n'en ferait pas un objet de désordre, car le désordre, pour les astronomes babyloniens, ce sont les éclipses inattendues, les conjonctions inhabituelles, les comètes qui apparaissent au mauvais moment du cycle planétaire. Le désordre, c'est un phénomène connu qui dévie de son comportement attendu. Un objet inconnu, arrivant de l'extérieur, ne dévie pas d'un comportement attendu. Il établit par sa présence même un nouveau point d'interrogation. Dans son analyse post-Périélie de 3I/Atlas, publiée en novembre 2025, l'astrophysicien Avi Loeb de l'université Harvard
Notez que les données accumulées sur l'objet ne présentaient aucune accélération non gravitationnelle significative, contrairement à un I/Oumuamua, dont l'accélération mystérieuse avait alimenté des spéculations sur une origine artificielle. 3I/Atlas semblait se comporter comme une comète naturelle active. Il était fait de glace et de poussière. Il était, selon toute probabilité, un fragment de système planétaire éjecté par des interactions gravitationnelles, peut-être il y a des milliards d'années, depuis un système stellaire qui n'existe peut-être plus. Un fragment d'un monde mort, voyageant depuis la nuit des temps à travers le vide interstellaire, passant brièvement dans notre voisinage avant de poursuivre son voyage vers l'infini. Et pourtant, dans le poème des rats, Marduk revient, et l'ordre est restauré. Les étoiles retrouvent leur position. C'est un retour, le retour du garant de l'ordre, qui marque la fin du chaos et le début d'une ère nouvelle. Ce motif du retour comme restauration de l'ordre est peut-être le motif le plus profond de la pensée cosmologique babylonienne. La question que 3I/Atlas pose, depuis sa trajectoire hyperbolique irréversible, est peut-être précisément celle-ci. Qu'est-ce que le retour? Est-ce que le retour physique d'un objet sur une orbite fermée? Ou est-ce quelque chose de plus abstrait? Le retour d'une question, le retour d'une interrogation sur notre place dans le cosmos, le retour d'une humilité face à l'immensité de ce que nous ne connaissons pas encore. Un objet vieux de 12 milliards d'années a traversé notre système solaire en 2025. Il apporte avec lui, dans sa composition chimique, dans son âge, dans son origine galactique, des informations sur des époques de l'univers que nous n'avons jamais pu observer directement. C'est un messager, pas un messager envoyé, un messager par le hasard de la géométrie cosmique. Les astronomes babyloniens savaient que le ciel était un texte. Ils passèrent des siècles à apprendre à le lire. Et si ce texte, parfois, contient des messages dont nous ne possédons pas encore tout l'alphabet. La prophétie comme cadre de lecture du ciel. Il est nécessaire, avant d'aller plus loin, de s'arrêter sur un mot que le titre de cette vidéo emploie et que nous n'avons pas encore examiné directement. Prophétie. Dans la langue courante, une prophétie est une prédiction du futur. Quelqu'un affirme savoir ce qui va se passer avant que cela n'arrive, souvent par révélation divine, par vision, par inspiration. La prophétie est liée à la certitude, à l'autorité, au surnaturel. Ce n'est pas ainsi que les Babyloniens utilisèrent le terme qui correspond le mieux à cette notion dans leur propre langue. Les textes de la série Enuma Anu Enlil. Cette gigantesque base de données de 68 à 70 tablettes contenant environ 6000 omens célestes utilise un langage très précis. Chaque omen commence par « si phénomène céleste, alors conséquence terrestre ». En akkadienne, Shuma, si, Ikabi, on dit. Ce n'est pas un langage de certitude prophétique. C'est un langage conditionnel, corrélatif. Si ceci, alors généralement cela, sur la base de ce qui a été observé dans le passé. C'est, structurellement, une base de données empirique, une collection de corrélations observées sur des siècles entre des configurations célestes et des événements terrestres. Les Ummanu, les savants royaux qui lisaient ces textes et conseillèrent les rois, ne prétendaient pas révéler l'avenir avec certitude. Ils proposaient des interprétations fondées sur des précédents. Leur langage
était celui des probabilités statistiques, formulées dans le registre du sacré. La tablette 63 de l'Enuma Anu Enlil, la tablette de Vénus d'Amisaduqa, est à ce titre exemplaire. Elle enregistre 21 années d'observation précise des levées et couchers de Vénus, puis fait correspondre chacune de ces configurations à des prédictions sur les récoltes, les guerres, les conditions météorologiques. Et ces prédictions ne sont pas arbitraires. Elles sont fondées sur des corrélations constatées sur des générations d'observations. Ce que les modernes appellent astrologie était, dans ce contexte babylonien, une science statistique naissante, imparfaite, biaisée, mêlée de théologie, mais fondée sur des données réelles. Les astronomes royaux de la période néo-assyrienne, 9e à 7e siècle avant notre ère, envoyaient régulièrement au roi des rapports sur leurs observations célestes, des textes que les assyriologues modernes appellent les lettres aux rois assyriens. Ces lettres, conservées dans la bibliothèque d'Assurbanipal et publiées par l'assyriologue Simo Parpola dans les années 1980 et 1990, montrent des astronomes royaux en dialogue constant avec leurs souverains, signalant des phénomènes inhabituels, proposant des interprétations et parfois en désaccord entre eux sur la signification d'une observation. C'est un portrait de la prophétie babylonienne très différent de l'image populaire. Ce ne sont pas des voyants en transe, ce sont des scientifiques théologiens rigoureux, travaillant dans un cadre interprétatif spécifique, produisant des analyses fondées sur l'observation et l'expérience accumulée. Et cette rigueur pose une question précise pour notre enquête. Si un objet de la nature de 3i/Atlas avait traversé le ciel babylonien, un objet inconnu, rapide, brillant, apparaissant depuis la région du plan galactique sur une trajectoire que aucune des planètes connues ne suivait, les Ummanu auraient cherché à l'identifier dans leur répertoire. Ils auraient consulté le MUL.APIN. Ils auraient en cherché dans les tablettes de l'Enuma Anu Enlil un omen correspondant à une étoile inconnue traversant le ciel du milieu. Peut-être aurait-il trouvé une correspondance approchante. Peut-être aurait-il dû improviser. La tablette K.6174 de la bibliothèque d'Assurbanipal contient ce passage, déjà cité. Si Mercure divise le ciel et se tient là, son nom est Nibiru. Le critère est fonctionnel, pas identitaire. Si n'importe quel corps céleste accomplit l'acte de diviser le ciel, d'occuper le point de croisement, alors il mérite le nom Nibiru, quelle que soit sa nature physique. Un objet interstellaire traversant notre système solaire divise le ciel. Il occupe le passage. Il croise le milieu. Il mérite, au moins dans la logique fonctionnelle des textes babyloniens, d'être interrogé. 3 interprétations, le visiteur interstellaire et les textes anciens. Nous avons maintenant traversé suffisamment de territoire pour pouvoir nous arrêter et regarder honnêtement ce que nous avons devant nous. 3 grandes interprétations de la relation entre 3i/Atlas et les textes mésopotamiens sont possibles. Chacune est cohérente. Chacune repose sur des prémices différentes. Aucune ne peut être définitivement prouvée ou réfutée sur la base des données disponibles. C'est à toi, ce soir, d'évaluer laquelle résonne le plus avec ce que tu as entendu. La première interprétation est celle de la coïncidence sémantique. Dans cette lecture, Nibiru est un terme technique précis de l'astronomie babylonienne, désignant une fonction céleste, le point de croisement, le marqueur équinoxial, principalement associé à Jupiter et, dans certains contextes,
à Mercure ou à la constellation de la Balance. 3I/Atlas est un objet naturel issu d'un autre système stellaire, sans aucun lien avec les textes babyloniens. Le fait que le mot akkadien Nibiru signifie crossing et que 3I/Atlas soit un objet qui traverse notre système solaire est une coïncidence de langage. La même coïncidence qui ferait dire en français qu'un avion traverse le ciel et qu'une rivière traverse une plaine. Le verbe est le même, mais les phénomènes n'ont aucun rapport. Dans cette lecture, la question posée par le titre de cette vidéo n'a pas de réponse, parce qu'elle repose sur une fausse prémisse. La connexion entre 3I/Atlas et Nibiru est une construction populaire sans base dans les textes réels. C'est la lecture académique par défaut. Elle est défendable, rigoureuse et probablement correcte. La deuxième interprétation est celle de la résonance conceptuelle. Dans cette lecture, les astronomes babyloniens développèrent, sur la base de siècles d'observation, un cadre conceptuel pour comprendre le ciel qui était, dans certains aspects, plus général et plus ouvert que ne le suggère sa formulation technique. Le concept de Nibiru comme passeur et occupant des passages du ciel et de la terre est défini fonctionnellement, pas physiquement. Il décrit un comportement céleste, traverser, croiser, marquer une frontière, plutôt qu'un objet spécifique. Dans cette lecture, il est possible que le cadre conceptuel babylonien aurait pu intégrer un objet interstellaire dans la catégorie Nibiru, non pas parce que les Babyloniens avaient prévu les objets interstellaires, mais parce que leur ontologie céleste était fondée sur des fonctions plutôt que sur des identités fixes. Cette lecture ne prétend pas que les Babyloniens connaissaient 3I/Atlas ou les objets interstellaires. Elle suggère que leur système de pensée astronomique était suffisamment sophistiqué pour accueillir le phénomène. Cette interprétation est spéculative, mais intellectuellement cohérente. La troisième interprétation est celle que la tradition populaire, amplifiée par Sitchin et ses successeurs, a rendue la plus célèbre, et que l'honnêteté oblige à présenter, même si l'évidence philologique la contredit. L'idée que les textes mésopotamiens conservent une mémoire directe, peut être codée, peut être symbolique, peut être littérale, d'événements cosmiques réels, impliquant des objets venus de l'extérieur du système solaire. Et dans cette lecture extrême, les règnes antédiluviens de la liste des rois sumériens, les délibérations des Anunnaki dans l'Atrahasis, la fonction cosmologique de Nibiru dans l'Enuma Elish, et même le schéma de retour du poème d'Héra, seraient autant de traces d'une connaissance astronomique plus ancienne et plus vaste que celle que nous attribuons aux Sumériens, une connaissance qui inclurait la conscience de visiteurs célestes périodiques ou exceptionnels. Cette lecture séduit par sa cohérence narrative. Elle réunit en une grande fresque ce qui, dans les textes académiques, reste fragmentaire et discuté. Mais elle souffre d'un défaut fondamental. Elle suppose que les textes disent autre chose que ce qu'ils disent. Elle suppose que la vraie signification des textes babyloniens est cachée sous leur sens littéral, et que les assyriologues, qui lisent ces textes dans leur langue d'origine depuis plus d'un siècle, auraient systématiquement raté cette couche de sens. Ce n'est pas impossible, en théorie. L'histoire de l'herméneutique connaît des exemples de sens cachés révélés par des lectures nouvelles. Mais la charge de la preuve est lourde. Et jusqu'à présent, cette charge n'a pas été satisfaite par des arguments philologiques rigoureux. Ce que nous avons, en revanche, est ceci. Un système de pensée astronomique d'une sophistication remarquable, développé sur des siècles par des observateurs rigoureux
qui accorde une importance centrale à la notion de croisement céleste, de passage, de transition entre états, et un objet, 3I/Atlas, qui, en 2025, a accompli physiquement et mathématiquement exactement ce que le terme Nibiru décrit fonctionnellement. Il a traversé le milieu. Il a occupé le passage. Il a croisé notre ciel depuis l'au-delà de notre système solaire, puis il est reparti. Ni les textes babyloniens ne prévoient 3I/Atlas, ni 3I/Atlas ne confirment les textes babyloniens. Mais les deux partagent quelque chose de plus subtil, une question commune. Qu'est-ce qui traverse? Le retour des dieux ou l'écho des étoiles? Ce que nous savons et ce que nous ignorons. À ce point de notre enquête, il est important de faire l'inventaire de ce que nous savons avec certitude, de ce qui relève de l'interprétation raisonnée et de ce qui demeure dans le domaine de la question ouverte. Ce que nous savons est ceci. 3I/Atlas est un objet réel. Il a été découvert le 1er juillet 2025 par le télescope Atlas de Rio Hurtado, au Chili. Son orbite hyperbolée, excentricité 6,14, confirme une origine interstellaire. Il a atteint son périhélie le 29 octobre 2025 à 1,36 unités astronomiques du Soleil. Il se déplaçait à 68,3 km par seconde à ce moment. Il était composé principalement de dioxyde de carbone, avec de l'eau, du monoxyde de carbone et d'autres composés. Son âge estimé est de 7 à 12 milliards d'années. Il ne reviendra jamais dans notre système solaire. C'est le troisième objet interstellaire confirmé, après un I/Oumuamua 2017 et de I/Borisov 2019. Ce que nous savons également, c'est ceci. Le terme Nibiru est un terme akkadien authentique, attesté dans de nombreux textes cunéiformes, signifiant à sa racine croisement ou point de transition. Dans l'astronomie babylonienne, il désigne une fonction céleste, principalement Jupiter au moment de l'équinoxe, parfois Mercure, toujours l'idée d'un objet occupant un point de croisement dans le ciel. Les Anunnaki sont les grands dieux du panthéon mésopotamien, non des extraterrestres. L'Enuma Elish, le Mul-pa-Apin, l'Enuma Anu-Enlil, l'épopée d'Atrahasis, le poème des rats et la liste des rois sumériens sont des textes réels, conservés dans des musées du monde entier, traduits et analysés par des générations de spécialistes compétents. Ce que nous savons encore, c'est que Zecharia Sitchin a construit une théorie populaire largement répandue sur des traductions inexactes et des textes mal attribués. Cette théorie, Nibiru comme planète à orbite de 3600 ans, les Anunnaki comme extraterrestres créateurs de l'humanité, n'est pas soutenue par les textes cunéiformes réels. Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une question de philologie. Les textes qu'il cite ne disent pas ce qu'il prétend qu'ils disent. Ce qui relève de l'interprétation raisonnée et que nous pouvons formuler sans violer les règles de la rigueur intellectuelle, c'est ceci. Le cadre conceptuel babylonien était fondé sur des fonctions célestes plutôt que sur des identités fixes. Le terme Nibiru était défini par un comportement traversé, croisé, plutôt que par un objet spécifique. Les astronomes babyloniens étaient des observateurs assidus et rigoureux, capables de détecter des anomalies dans le comportement céleste. S'ils avaient observé un objet interstellaire suffisamment brillant,
ils l'auraient consigné. La question de savoir comment ils l'auraient interprété dans leur cadre conceptuel est légitime et insoluble avec les données actuelles. Et ce qui demeure dans le domaine de la question ouverte, honnêtement, sans prétendre à plus que ce que les données permettent, c'est ceci. Nous ne savons pas si des objets interstellaires ont traversé le système solaire interne au cours des 6 siècles d'archives d'observation babylonienne. Nous ne savons pas si la notion de Nibiru fut jamais appliquée à un objet non planétaire dans les textes que nous n'avons pas encore retrouvés. Nous ne savons pas ce que contenaient les tablettes détruites dans les incendies de Ninive, de Babylone, des bibliothèques royales de Sippar, et nous ne savons pas si les textes qui nous sont parvenus représentent la totalité ou une fraction infime de la production intellectuelle babylonienne sur le ciel. L'asymétrie entre ce que nous ne savons pas et ce que nous savons est, elle-même, une information importante. Les Sumériens et les Babyloniens regardaient le même ciel. Ils le regardaient avec une attention que peu de civilisations ultérieures ont égalée avant le XVIIe siècle européen. Ils avaient développé des outils conceptuels, dont le terme Nibiru, pour nommer ce qui se passe au point de passage, à la frontière, dans le croisement. Et nous avons, en 2025, pour la 3e fois en moins d'une décennie, observé quelque chose traverser cette frontière, venant de l'extérieur, passant par le milieu, repartant pour toujours. La coïncidence est peut-être purement linguistique. Peut-être pas. Ce n'est pas à moi de décider à ta place. Le mystère demeure. Et le ciel continue de parler. Quelque part dans l'obscurité profonde de cette nuit de juillet 2025, dans l'atmosphère sèche et transparente de l'Atacama, le télescope automatisé de Rio Hurtado continuait de tourner, de pointer, d'exposer, d'enregistrer. Il ne savait pas ce qu'il venait de trouver. Il faisait ce pourquoi il était conçu. Surveiller le ciel, nuit après nuit, dans l'espoir patient que quelque chose d'inhabituel finisse par passer dans son champ de vision. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire était passé. À 5000 kilomètres de là, et à 4000 ans de distance dans le temps, un scribe babylonien de la cour d'Assurbanipal, à la lueur d'une lampe à huile dans le scriptorium du palais de Ninive, copiait patiemment une tablette d'argile. Peut-être l'une des tablettes astronomiques de l'Enuma Anu Enlil. Peut-être un fragment du mule Apien. Peut-être un omen qui commençait par « Si une étoile inconnue traverse le milieu du ciel ». Il ne savait pas non plus exactement ce qu'il copiait dans ses profondeurs ultimes. Il faisait ce pourquoi il était formé. Préserver, transmettre, conserver l'archive du ciel pour les générations qui viendraient après lui. Ces 2 hommes, séparés par 40 siècles et 5000 kilomètres, faisaient la même chose. Ils regardaient le ciel, ils enregistraient ce qu'ils voyaient, ils tentaient de trouver un sens dans le mouvement des objets lumineux qui traversent l'obscurité. 3i/Atlas n'est pas Nibiru. Pas au sens littéral. Pas au sens que les textes babyloniens donnent à ce terme. Ce serait une erreur de le prétendre, et nous n'avons pas fait cette erreur ce soir. Mais 3i/Atlas pose la même question que Nibiru posait. La question du croisement, de la frontière, du passage. La question de ce qui vient de l'extérieur. La question de ce qui traverse le milieu. Dans la dernière analyse de sa trajectoire publiée en mars 2026, les astronomes confirmèrent que 3i/Atlas était maintenant sur la trajectoire de sortie, s'éloignant rapidement de notre Soleil, sa coma se réduisant à mesure que le froid interstellaire reprenait ses droits sur sa surface. Dans quelques années,
Il sera trop faible pour nos meilleurs télescopes. Dans quelques siècles, il sera au-delà de tout instrument imaginable. Pas dans quelques millénaires, à l'échelle de temps qui signifiait quelque chose pour les astronomes babyloniens qui comptaient en chars de 3600 ans. Il sera définitivement perdu dans l'obscurité entre les étoiles. Il a traversé, il est passé, il est reparti. Le cosmos, ce soir, est le même cosmos que celui que regardait l'astronome de Ninive. Il contient les mêmes étoiles, les mêmes planètes, les mêmes trajectoires cycliques. Et de temps en temps, de plus en plus souvent à mesure que nos instruments s'améliorent, des visiteurs venus d'ailleurs qui traversent nos limites nous regardent brièvement depuis leur voisinage cosmique et repartent pour toujours. Les tablettes cunéiformes sont toujours là, dans leurs vitrines d'Oxford, de Londres, de Philadelphie, de Chicago. Elles attendent, en silence, et que quelqu'un prenne la peine de les lire, vraiment les lire, dans leur langue, avec leur logique interne, sans projeter sur elles des espoirs ou des peurs modernes. Elles ne contiennent peut-être pas de prophétie sur 3i/Atlas, mais elles contiennent quelque chose d'aussi précieux. La preuve que d'autres êtres humains, il y a très longtemps, regardaient le même ciel avec la même attention que nous, et tentaient de comprendre ce qu'ils voyaient avec les outils conceptuels dont ils disposaient. C'est une humilité que ce soir m'a rappelé. Nous ne sommes pas les premiers à regarder. Nous ne sommes peut-être pas les mieux placés pour comprendre tout ce que le ciel nous montre. Et les questions que les astronomes de Babylone inscrivaient dans l'argile. Qu'est-ce qui traverse? Qu'est-ce qui croise? Qu'est-ce que Nibiru désigne-t-il quand personne ne peut trouver le passage? Ces questions n'ont peut-être pas encore épuisé leurs réponses. Le mystère demeure, et c'est peut-être là, dans ce mystère persistant, que réside la chose la plus précieuse que nous ayons héritée des tablettes d'argile. Non pas des réponses définitives, non pas des prophéties accomplies, mais la preuve que l'interrogation sur notre place dans le cosmos est aussi ancienne que l'écriture elle-même. Laisse le ciel continuer de parler ce soir. Et si ce voyage à travers l'argile et les étoiles t'a touché, si quelque chose dans ces voix vieilles de 4000 ans a résonné dans le silence de ta nuit, laisse-moi le savoir dans les commentaires. Le ciel au-dessus de toi, en ce moment, est le même ciel. Il a toujours été le même ciel. Dors bien.